C'est un Bouge la France de crise ce soir que vous allez suivre. Tout d'abord avec le discours de Nicolas Sarkozy tout à l'heure à Toulon. On aura 5 invités sur le plateau. Et ensuite avec les États-Unis, c'est la crise aussi. D'ailleurs la campagne est suspendue. On en parle en fin d'émission. Bonne soirée. Tout de suite au journal Savary-Angélique. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le monde est passé à 2 doigts de la catastrophe. La phrase est de Nicolas Sarkozy. Le chef de l'État s'est exprimé ce soir à Toulon sur la crise financière. Face à l'inquiétude, le président s'est voulu rassurant. L'État s'engage à garantir l'épargne des Français. Nicolas Sarkozy annonce également l'accélération de la réforme de l'État, mais rejette toute idée de plan de rigueur. Et face à la crise, le président veut remettre à plat l'ensemble du système financier. La crise actuelle doit nous inciter à refonder le capitalisme, le refonder sur une éthique, celle de l'effort, celle du travail, et doit nous inciter à retrouver un équilibre entre la liberté nécessaire et la règle, entre la responsabilité collective et la responsabilité individuelle. Il nous faut trouver un nouvel équilibre entre l'État et le marché, alors que partout dans le monde, les pouvoirs publics sont obligés d'intervenir pour sauver le système bancaire de l'effondrement. Nicolas Sarkozy s'est donc livré à un véritable plaidoyer pour moraliser le capitalisme. Le président menace de légiférer sur le système de rémunération des grands patrons. Les modes de rémunération des dirigeants et des opérateurs doivent être désormais encadrés. Il y a eu trop d'abus, il y a eu trop de scandales. Alors, ou bien les professionnels se mettent d'accord sur des pratiques acceptables, ou bien le gouvernement de la République réglera le problème par la loi avant la fin de l'année. Enfin, Nicolas Sarkozy a envoyé un message aux plus défavorisés. Les minima sociaux seront alignés sur l'inflation et la loi sur le logement sera examinée en urgence. Au chapitre des réactions, François Hollande parle de lucidité tardive, François Bayrou d'incroyable accumulation de promesses. Laurence Parisot, la patronne du MEDEF, salue les annonces sur l'encadrement des rémunérations. Dans ce contexte particulièrement difficile, c'est demain que sera présenté en Conseil des ministres le budget 2009. De l'aveu même de Bercy, jamais un projet de loi de finances n'aura été aussi serré. Christine Buagiard et Gabriel Châtelain. Il y a un an, Christine Lagarde et son ministre du Budget, Éric Woerth, avaient le sourire en présentant leur loi de finances. Depuis, la crise financière et le ralentissement économique sont passés par là, et l'exercice s'annonce nettement plus ardu. La croissance ne devrait pas dépasser en 2009 1% et les recettes de l'État s'en ressentiront. Alors, pas question d'importants allègements d'impôts, comme le paquet fiscal de l'année dernière, pas question non plus de nouveaux bonus écologiques. Quelques niches fiscales vont même être plafonnées, notamment sur les investissements dans les dom-toms. Des mesures qui resteront toutefois symboliques. Sur 73 milliards de manque à gagner par an de niches fiscales, on va récupérer quelques dizaines ou centaines de millions d'euros. Donc on voit que là encore, il n'y a pas une vraie correction. Il y a un petit ajustement, mais les vraies tendances lourdes, elles sont toujours à l'œuvre. Il faudra donc attendre pour voir les prélèvements obligatoires baisser, comme l'avait promis le candidat Sarkozy. Le seul véritable levier sur lequel le gouvernement veut agir en 2009, ce sont les dépenses de l'État. Plus de 30 000 fonctionnaires partant en retraite ne seront pas remplacés, dont près de la moitié dans l'éducation nationale. Grâce à ces économies, Bercy espère limiter les déficits publics, mais cette année, l'exercice n'a pas été concluant. Les déficits devraient atteindre 2,7% du PIB, alors que le gouvernement avait espéré 2,5%. Un dérapage malvenu, alors que la France préside l'Union européenne. Aux États-Unis, Washington annonce ce soir qu'un accord a été trouvé avec le Congrès. Objectif, lancer le plus vite possible le plan de sauvetage de l'économie. Et fait rarissime dans une campagne électorale, John McCain et Barack Obama doivent ce soir se retrouver ensemble à la Maison-Blanche. Anne-Louise Doran. À la Maison-Blanche, l'heure est au compromis. Le président américain a fait appel aux 2 candidats en campagne pour le soutenir. George Bush espère bien faire accepter au Congrès le plan Paulson, car le Congrès hésite à injecter les 700 milliards proposés pour acheter les créances accumulées par les banques. Mais pour les économistes, les États-Unis n'ont pas d'autre choix que d'accepter ce plan.
On sait qu'il y a une crise financière. Si l'État n'intervient pas pour assurer les liquidités, pour être le prêteur en dernier ressort, c'est pire pour tout le monde. C'est ce qu'on a eu en 1929. Il y a eu une glissade incontrôlée du système financier. Alors effectivement, les capitalistes ont tous perdu leur chemise, mais ça a précipité un quart des Américains dans la rue, dans le chômage. Des Américains aujourd'hui pas vraiment rassurés par les propositions de George Bush. Selon un sondage du LA Times, ils sont 55% à les désapprouver. Et pour cause, le plan leur coûterait à chacun $2300. Barack Obama espère bien cette intervention de l'État en cohérence avec sa politique démocrate. Mais pour John McCain, c'est une autre affaire. Les républicains sont beaucoup plus otages de lobbies régionaux qui sont très hostiles à l'intervention fédérale de Washington. Et donc c'est pour ça que McCain aurait beaucoup plus de mal, à mon avis, à réformer le secteur financier américain que Barack Obama. Son rival républicain, embarrassé par la crise, a demandé le report de leur premier débat télévisé de vendredi. Pour Barack Obama, c'est plutôt une aubaine qu'il ne compte pas laisser passer. La France refuse toute implication dans le génocide au Rwanda. C'est le message qu'a passé Nicolas Sarkozy à son homologue Paul Kagame. Les deux chefs d'État se sont rencontrés mardi à New York. L'Élysée vient de le faire savoir. Le Rwanda a rompu ses relations diplomatiques avec la France depuis 2006. Le déshonneur, pour moi, aurait été de ne point livrer bataille. La phrase est de Jean-Pierre Raffarin, candidat malheureux à la présidence du Sénat. L'ancien Premier ministre a souhaité répondre sur son blog après les primaires UMP qui ont vu la large victoire de Gérard Larcher. Je comprends l'agressivité de certains, c'est le lot de toutes les défaites. J'aime assez la démocratie pour m'y soumettre. Fin de citation. Gérard Larcher devrait donc prendre la présidence de la Haute Assemblée le 1er octobre. Mais en coulisses, une autre bataille a déjà commencé, celle de l'attribution des postes de cette nouvelle équipe. Reportage Fabrice Cunet. Retour au calme ce matin au Sénat, mais une autre bataille se joue à l'abri des regards, celle pour les postes à pourvoir. 3 sièges sont très convoités. Les questeurs, du budget à la gestion du personnel, ces sénateurs jouent un rôle central dans l'administration intérieure. Très vraisemblablement, il y a 3 questeurs. Il y aura 2 questeurs qui appartiendront à la majorité, à l'opposition, soit 2 questeurs vraisemblablement UMP et un questeur socialiste. Ça se passe dans le secret des bureaux, des couloirs ? Certainement pas dans les secrets des couloirs ni des bureaux, mais disons d'une manière normale dans toute assemblée à l'intérieur des groupes. Pas étonnant donc que les sénateurs soient peu nombreux salle des conférences aujourd'hui. Chaque groupe doit désigner dans les jours à venir ses candidats au poste de vice-président du Sénat ou de président de commission par exemple. Le groupe centriste défend ses 2 présidences. Les socialistes, eux, rêvent d'en obtenir une. Ça s'est déjà fait à l'Assemblée, ça peut très bien se faire au Sénat, ça fera partie des discussions qui auront lieu lorsque le président sera élu. Rien ne peut être fait de ce point de vue avant l'élection officielle du président du Sénat. Une tractation a déjà commencé ? Je ne sais pas, je pense, oui. Au revoir. Tout se jouera dans la semaine qui suit l'élection du président le 1er octobre. Sauf surprise, ce sera Gérard Larcher. Sa voix sera évidemment prépondérante. Poursuivi par les journalistes mercredi à la sortie des primaires à l'UMP, il devrait l'être dans les jours qui viennent, cette fois par les sénateurs. La Ve République fête cette année ses 50 ans. Vous le savez, la Constitution a été modifiée par une réforme en juillet dernier. Cette réforme, justement, renforce le rôle du Sénat. Flora Sauvage nous détaille ces modifications. 50 ans après la naissance de la Ve République, la réforme de la Constitution adoptée en juillet renforce les prérogatives du Parlement. Désormais, le Sénat a davantage la maîtrise de son ordre du jour. 2 semaines sur 4 semaines de séance seront réservées en priorité à ce fameux ordre du jour du gouvernement prioritaire, ce qui veut donc dire que les 2 autres semaines de séance seront libres pour les assemblées, donc pour le Sénat, pour qu'ils puissent effectivement prévoir un certain nombre d'examens, de propositions de loi, un certain nombre de débats, etc. Ainsi, le Sénat va bénéficier d'un rééquilibrage du rôle du Parlement face au pouvoir exécutif. Plus de 90% des textes votés aujourd'hui sont d'initiative gouvernementale. Donc cette fois, les commissions parlementaires du Sénat vont pouvoir élaborer des textes et vont pouvoir obtenir éventuellement leur vote. Autre point important, le renforcement du pouvoir de contrôle du Sénat. Désormais, dans la Constitution, il est prévu que 1 semaine sur 4 du travail parlementaire soit exclusivement consacrée
aux éléments de contrôle du gouvernement et aux éléments d'évaluation des politiques publiques. C'est-à-dire, non pas le vote de la loi, mais savoir comment la loi est appliquée et mise en œuvre, ou bien, très souvent, malheureusement, n'est pas mise en œuvre. Sur le papier, le Sénat voit son pouvoir renforcé. Reste aux sénateurs à s'en emparer. Renault va supprimer 2000 emplois en Europe, dont 900 en France. En réaction, des salariés ont débrayé aujourd'hui, notamment à Sandouville, où 1000 départs volontaires sont déjà prévus. Au Havre, ils ont bloqué l'accès à la zone industrielle. Après la Défense et la tour Montparnasse, Paris aura bientôt une nouvelle tour, une tour en forme de triangle. Les concepteurs sont d'ailleurs les auteurs du fameux nid d'oiseau, le parc olympique de Pékin. Haute de 211 mètres, cette tour sera construite porte de Versailles, mais Bertrand Delanoë devra affronter l'opposition d'une partie des Parisiens. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, vous retrouvez Bouge la France, présenté par Pierre Sled. À date, Bouge la France y consacre une grande partie de son édition à Toulon. En parlant de la crise financière, Nicolas Sarkozy a pointé du doigt un capitalisme perverti avant de plaider en faveur d'une accélération des réformes. De nombreux invités ce soir autour de Pierre Sled, économistes, syndicalistes et personnalités politiques pour commenter les propos du chef de l'État, une crise qui pour Nicolas Sarkozy est en train de bouleverser le monde. Comme partout dans le monde, les Français ont peur, peur pour leurs économies, peur pour leur emploi, peur pour leur pouvoir d'achat. Dire la vérité aux Français, c'est leur dire d'abord la vérité sur la crise financière. Parce que cette crise, sans équivalent depuis les années 30, cette crise financière marque la fin d'un monde. Au fond, c'est une certaine idée de la mondialisation qui s'achève avec la fin du capitalisme financier qui avait imposé sa logique à toute l'économie et avait contribué à la pervertir. L'idée de la toute-puissance du marché qui ne devait être contrariée par aucune règle, par aucune intervention politique, cette idée de la toute-puissance du marché était une idée folle. L'idée que les marchés ont toujours raison est une idée folle. Ce système où celui qui est responsable d'un désastre peut partir avec un parachute doré, où un trader peut faire perdre 5 milliards d'euros à sa banque sans que personne ne s'en aperçoive, où l'on exige des entreprises des rendements 3 ou 4 fois plus élevés que la croissance de l'économie réelle, ce système à créer des inégalités, à démoraliser les classes moyennes et à alimenter la spéculation sur les marchés de l'immobilier, des matières premières et des produits agricoles. Mais ce système, il faut le dire parce que c'est la vérité, ce système, ce n'est pas l'économie de marché, ce n'est pas le capitalisme. Bonsoir à tous. On va effectivement revenir sur le discours du président de la République tout à l'heure à Toulon avec cette redéfinition du capitalisme, le capitalisme et ses dérives, c'est ce dont on parlera en premier. On parlera ensuite du rôle de l'État et enfin des réformes, celles qui sont déjà entreprises et celles qui sont à venir avec mes invités. Bonsoir à tous les 5. C'est vrai qu'on est 5. Jean Arthuis, je commence par vous parce que je sais que le président de la République a beaucoup travaillé son discours, il a beaucoup consulté, vous faites partie de ceux qui ont été consultés justement pour l'élaboration. La finalité, vous vouliez qu'il y ait quoi dans ce discours? Vous avez été consulté sur quel passage? Bon, c'était une réunion d'échange sur la crise financière. Je pense que les Français attendaient un discours de vérité pour comprendre ce qui se passe. Une crise qui naît aux États-Unis, le capitalisme, le libéralisme. Moi, j'ai rappelé qu'à la fin de l'année 2006,
Les 5 premières banques de Wall Street ont distribué 36 milliards de dollars de bonus en fin d'année. Formidable. Ça veut dire qu'on se rémunère bien. Et puis quand il y a un gros pépin, ce qu'on appelle un risque systémique, alors là, c'est l'État qui doit intervenir, c'est le contribuable. Donc je crois que ceci légitime le retour de l'État, la définition de règles, mais pas seulement des règles nationales, parce qu'on est en économie mondialisée. Et donc ceci appelle une coordination très étroite entre tous ceux qui sont en charge de la régulation dans leur pays, mais qui sont bien conscients que si on régule ici et que ça n'est pas régulé chez le voisin, ça peut créer d'énormes problèmes. Alors on sait que, enfin, je l'ai pas dit, mais vous revenez de Toulon, vous étiez tout à l'heure sur place. Quand on voit les remarques qu'on nous envoie sur public.sena.fr, notre site ici, beaucoup de téléspectateurs disent « Mais comment se fait-il qu'aux États-Unis, en France, en Europe, personne, on découvre la crise aujourd'hui, que personne, tous les analystes n'aient rien vu venir ?» Alors je vous renvoie la question, comment est-ce possible, Henri Sterlignac? Nous sommes en présence d'une crise qui, d'une certaine façon, était plus ou moins prévisible. On était dans une période d'exubérance financière, d'exubérance immobilière. Il y a un certain temps qu'on a dit ça n'allait pas durer. Par contre, effectivement, on n'anticipait pas que le système financier était à ce point fragile. On a fait le dos rond, ça va péter un moment, mais bon. On a été intoxiqué par un discours selon lequel, effectivement, les financiers étaient capables d'évaluer les risques et que le système financier moderne permettait de se prémunir contre les risques. Et on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Bon, c'est pas une surprise, puisque en 2000, on a quand même eu la bulle Internet qui a explosé. Donc, il faut être conscient du fait que le capitalisme financier tel qu'il fonctionne uniquement par une alternance de bulles et de cracks. Dans les bulles, tout le monde est heureux, et dans les cracks, des problèmes économiques se posent. Et la grande question qu'a posée Nicolas Sarkozy, et qui est quand même la grande question qui se pose à l'échelle mondiale, c'est peut-on éviter que l'économie fonctionne ainsi comme un arrière-cour de casino, que d'un côté il y a des gens qui s'amusent à spéculer et que ça nuit finalement à l'économie réelle. Marcel Grignard, est-ce que vous êtes d'accord avec le président de la République quand il dit en fait ce qu'on a vu là et ce qui se passe là, c'est pas le capitalisme, ce sont ses dérives et il faut les combattre? C'est le capitalisme quand même. C'est-à-dire, si on dit que la finance c'est pas le capitalisme, j'ai du mal à comprendre. Mais il n'y a pas un capitalisme, il y a des capitalismes, il y a des entreprises financières. On ne peut pas mettre tous les œufs dans le même panier, tout le monde dans le même sac. Mais fondamentalement, c'est pas nouveau. Une partie des dénonciations du président de la République sont fondées. Elles ne sont pas nouvelles. Il y a un paquet de gens qui tirent la sonnette d'alarme depuis longtemps. Alors, personne n'avait dit, il y a 3 mois ou 6 mois, voilà exactement ce qui va se passer et quand ça va se passer, mais que cette affaire explose, qu'il y a une telle différence entre l'économie virtuelle de la finance et l'économie réelle, on le sait depuis très longtemps. Les salariés, quand ils sont dans une entreprise et qu'ils voient le cours de bourse de leur entreprise faire le yo-yo, ils savent très bien que ça ne correspond pas à ce que fait l'entreprise, à ce qu'elle produit, à la vie des salariés. Alors, Philippe Wechter, vous représentez Natixis. On reproche, et le président de la République reproche aux banques de spéculer, parfois trop. Il dit c'est pas leur rôle. C'est effectivement quand vous faites ça, quand vous spéculez, quand vous créez ces brèches, vous êtes hors de votre fonction. Alors, moi, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même revenir sur ces sources de la crise, parce que d'un seul coup, on a l'impression de découvrir. Quelque part, vous en êtes à l'origine d'une certaine façon ou d'une autre, les banques. Non, il y a des choses un petit peu plus compliquées que ça, parce que finalement, pourquoi il y a eu tous ces développements bancaires aux États-Unis, cette problématique de titrisation, compliquée, de subprime, etc. Pour une raison assez simple, c'est qu'au début des années 2000, les taux d'intérêt américains étaient extrêmement bas. C'est-à-dire que vous avez eu, sur les années 2003, 2004, 2005, 2006, une croissance, un cycle économique relativement robuste aux États-Unis, sans que ça se traduise par des hausses de taux. Et donc les ménages se sont engouffrés dans cette situation, puisqu'ils pouvaient spontanément emprunter pour acheter des maisons à des prix relativement bas. On peut parler des subprimes après, mais au départ c'était le point. Et l'autre point, c'est que avec ces niveaux de taux d'intérêt relativement bas, les banques
ont cherché à trouver une rémunération supplémentaire. Et donc, on fait preuve d'innovation très importante. Donc elles se sont mis à faire autre chose que ce qu'elles faisaient d'habitude. Elles ont eu à trouver, avec bonheur, elles ont eu à trouver des rémunérations autres que celles que leur donnait le marché, parce que les taux d'intérêt de la Federal Reserve américaine étaient à 1%, et qu'à 1%, ce sont des choses extrêmement basses. C'est le triomphe de la cupidité. Les taux d'intérêt faibles, ça déclenche quoi? Ça déclenche une inflation folle des actifs. Et les subprimes, c'est quoi? C'est des brokers, des agents, sans aucune régulation dans certains États américains, et qui prêtaient à des gens qui n'avaient pas d'argent pour rembourser. On leur dit, c'est pas grave, pendant 2-3 ans, vous rembourserez très peu, à la mesure de vos moyens, et puis dans 3-4 ans, on vous demandera effectivement de rembourser. Alors là, vous ne pourrez pas rembourser. Mais ça n'est pas grave, parce que chaque année, la valeur de votre maison va prendre 10%. Et donc, dans 3 ans, vous aurez fait une plus-value de 30%, vous rembourserez votre emprunt, vous aurez une plus-value, c'est formidable. Bon. C'est l'overdose de crédit aux États-Unis, avec des commissionnements. Et on a vu aussi se développer des opérations de levier, des LBO, ici aussi en France. Il y avait un petit jeu qui consistait à racheter des PME, à monter des LBO, à faire la culbute en 2 ans. On ira voir aussi comment le régime fiscal que s'étaient réservé les monteurs d'opérations. C'est un point sur lequel nous aurons l'occasion de revenir en loi de finances. Je ne voulais défendre personne, je voulais simplement expliquer l'origine de la... mais clairement, de toute façon, il y a eu un emballement. Une régulation extraordinaire. Une absence totale de régulation. Alors Jean-Louis Gombault, on a titré crise financière à 2 doigts de la catastrophe, parce que c'est, je pense, la phrase qui a le plus de retentissement cet après-midi, le président de la République qui a dit le monde est passé à 2 doigts de la catastrophe. Et nous on se dit mais on est passé ou on est dedans, ou on est dans la catastrophe, ou on est toujours à 2 doigts de la catastrophe. Justement parce que vous disiez tout à l'heure, comment ça se fait qu'on n'a pas prévu ce qui allait se passer? Mais qui peut nous dire aujourd'hui ce qui va se passer? C'est-à-dire que c'est pas aussi simple qu'on le croit. C'est-à-dire que, c'est vrai, on peut pas reprocher à ceux qui étaient avant de ne pas savoir ce qui était aujourd'hui, mais ceux qui sont là aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent de ce qui va se passer? Moi, je pense que on est peut-être passé à 2 doigts de la catastrophe, mais la catastrophe n'est pas autant derrière nous qu'on peut le supposer. Elle doit être, disons qu'elle doit être toujours présente dans notre esprit. Parce que le fond de l'affaire, on parlait comment ils n'ont pas pu voir. Le patron de la Citibank, le jour où il est démissionné, il nous dit « Tant que l'orchestre joue, je danse ». C'est une phrase absolument extraordinaire. Il ne savait pas que c'était l'orchestre du Titanic, peut-être, mais tant que l'orchestre joue, je danse. C'est-à-dire que cette espèce de croire en se disant « Bon, bien sûr, un jour ça arrivera, mais un jour c'est quand ?» C'est demain, c'est dans 1 an, c'est dans 2 ans, on n'en sait strictement rien. La question que je me pose, moi, c'est est-ce que le capitalisme peut fonctionner sans ces excès? Parce que c'est une question de fond. Vous disiez, Monsieur Arthuis, on a vendu de l'immobilier à des gens qui ne pouvaient pas le payer. Mais comment vous faites on ne se préoccupait pas de savoir si vous pouvez rembourser. Oui, mais est-ce que... Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que la question est-ce qu'on pouvait faire autrement? Parce que si on veut, on est obligé, les gens sont insolvables. Parce que c'est ça le point. C'est quand même une cupidité excessive. Il y a un moment où on fait un autre métier, c'est-à-dire qu'on fait crédit à des gens qui ne peuvent pas rembourser, et on pense que les prix vont augmenter de 10% tous les ans parce que les taux d'intérêt sont très faibles. Il y a quand même eu une autre forme de capitalisme, celle qui a existé en Europe entre 1945 et 1975, où les banques faisaient leur métier, où ils surveillaient le crédit, et puis les pauvres, ils avaient des HLM. C'est quand même une alternative. Je veux dire, ça peut sembler complètement périmé, mais ce système, il a fonctionné. Donc ce que nous dit quand même le président Sarkozy, c'est, après tout, peut-être qu'on s'est trompé en croyant qu'effectivement, la modernité, c'était le système anglo-saxon, et qu'il faut revenir au système allemand, au système rhénan, au système français, qui fonctionnait quand même sans ces crises. C'est un capitalisme régulé. Régulé. D'ailleurs, les règles en vigueur en Europe, on va voir ce que donnent les semaines et les mois qui viennent, mais il me semble qu'il y a une meilleure régulation prudentielle au sein de l'Europe. C'est sans doute pour cela. Néanmoins, comme on est en économie mondialisée, certains épargnants européens, certains établissements financiers aussi, sur la base d'appréciation d'agences de notation, une espèce de panurgisme. Moi, je pense qu'avec les produits structurés,
on sait même plus ce qu'on achète. Il y a un moment, on achète un lapin dans un sac. On pense que ça va rapporter. Il y a un moment, c'est un peu le marché de dupes. Donc je crois qu'on est allé vraiment très loin dans cet emballement, dans cette exubérance, comme disait M. Greenspan. Mais les taux d'intérêt très faibles, des effets de levier extraordinaires. On empruntait massivement, qu'il n'y avait pas d'intérêt. On rachetait les entreprises à des taux tout à fait excessifs. Et dans une économie, quand l'économie financière veut gagner 15 ou 20% par an, alors que l'économie réelle, elle fonctionne à 4 ou 5%. Monsieur Arthur, est-ce que, à votre avis, l'économie américaine aurait pu connaître ces 10 dernières années 3,5% de croissance moyenne sur les 10 ans, alors que l'Europe a fait grosso modo 2%, si elle n'avait pas agi de cette façon? Sans doute pas, mais reconnaissez que c'est complètement artificiel. Et puis vous avez un déséquilibre majeur entre ces pays structurellement excédentaires parce qu'ils nous vendent du pétrole, parce qu'ils nous vendent du gaz, parce qu'ils nous vendent des biens de consommation, et que nous avons des balances commerciales structurellement déficitaires, avec d'un côté des pays qui ont beaucoup d'argent, ça s'appelle les fonds souverains. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est quand même extraordinaire. Un pays qui se veut libéral, pas question que l'État participe au financement des entreprises, surtout pas des banques. Il y a quelques années, le Congrès américain était contre l'achat de ports américains par des fonds souverains du Golfe Persique. Et puis là, quand des banques sont en faillite, on trouve que c'est formidable que des fonds d'État étrangers participent à la recapitalisation. Enfin, on marche sur la tête. Marcel Grignard. Je crois que le maître mot, c'est la question de la régulation. C'est-à-dire qu'on a quand même vécu pendant une bonne vingtaine d'années avec un discours global dans ce pays, en Europe et dans le monde, porté par un certain nombre de responsables politiques notamment, qui est de dire c'est le marché qui va réguler. Laissons le marché faire et les choses vont se réguler. On vérifie sur la question des entreprises financières, mais on peut le vérifier sur un tas d'autres sujets, que le monde ne marche pas comme ça, que le monde a besoin de régulation. Là, il ne s'agit pas de revenir à une forme d'étatisme ou je ne sais pas quoi, il faut inventer, parce que là où si je suis d'accord avec le président de la République quand il dit il y a besoin de régulation, une fois qu'il a dit ça, il dit pas comment on fait. Il dit pas à quelle régulation. Et notamment, il dit pas comment. Non, il mène un certain nombre de choses. Mais ça ferait beaucoup d'instabilité. Des choses à faire comme ça, mais ça suffit pas ça suffit pas parce que je crois qu'un certain nombre d'entreprises, face aux règles, essayent de contourner les règles, mais ça c'est la vie, dans un autre pays, par exemple. Nous avons juste une seconde. Luc Châtel, porte-parole du gouvernement, secrétaire d'État chargé de l'industrie, de la consommation, est au téléphone. Bonsoir Luc Châtel. Bonsoir. Vous étiez à Toulon tout à l'heure. On est en train de réfléchir sur ce qu'a dit le président de la République à propos de la catastrophe. On est passé à 2 doigts de la catastrophe. Comment vous définissez la catastrophe et est-ce qu'elle est franchement éloignée? Je crois que ce soir, on a eu un vrai discours de vérité. C'est-à-dire que le président de la République, il n'a pas caché les difficultés. Il n'a effectivement pas caché le fait que la situation financière mondiale a entraîné toute l'économie mondiale dans la tourmente et qu'il est temps que ça cesse, il est temps qu'il y ait des mesures structurelles qui soient prises. C'est pas une crise conjoncturelle, c'est pas une crise passagère simplement liée conjoncturellement à des spéculations. C'est finalement c'est les dérives structurelles d'un capitalisme qui a perdu la tête. Donc il a fait des propositions, je dirais, qui sont un peu fondatrices ce soir. Qui sont un plaidoyer pour une refondation de ce capitalisme sur des bases saines. Et je crois que c'est assez encourageant. Comment le président de la République, aujourd'hui, peut arriver à tenir les promesses du candidat il y a un an et demi, alors qu'on est en pleine crise, qu'évidemment tout est redistribué avec des données complètement différentes? Je crois qu'il l'a très bien indiqué en disant que, raison de plus, le fait qu'aujourd'hui le monde soit en crise et qu'il y ait un impact important de la crise financière ne peut que nous encourager à aller au bout de nos réformes et à faire en sorte que lorsque les vents seront meilleurs, l'économie française puisse repartir plus vite et plus fort que les autres. Vous savez, pendant longtemps, l'économie française, elle a souffert d'inertie. Chaque fois qu'il y avait une crise, qu'elle était passée et que l'économie repartait, nos voisins européens repartaient souvent beaucoup plus vite que nous. Donc nous faisons le pari de moderniser notre économie, de l'adapter au monde d'aujourd'hui pour que le jour où les vents seront meilleurs, les résultats soient plus immédiats dans notre pays. Mais je crois que ce soir, il y a vraiment un message de fond qui est de dire, et d'ailleurs c'est pas un message nouveau de Nicolas Sarkozy, souvenez-vous de la campagne présidentielle, il avait été le seul à évoquer cette question. Il avait en juillet, août 2007 alerté Angela Merkel, qui à l'époque présidait le G8, et également Gordon Brown,
sur la nécessité de travailler au niveau mondial sur la transparence financière. Et aujourd'hui, il fait des propositions à la fois au niveau du G8, en tant que président du Conseil européen, et ça pourrait aller assez vite, puisqu'il y a quand même un Conseil européen le 15 octobre. Oui, parce que effectivement, ça dépasse le cadre de l'Europe et les règles de l'Europe. Bien sûr, moi j'ai été intéressé quand le président a évoqué Bretton Woods. Les Bretton Woods, c'est la fondation de tout le système économique après-guerre, et qui a finalement structuré la finance et l'économie pendant un siècle pratiquement. Il a eu un mot très juste en disant, attendez, le 21e siècle, il faut l'organiser avec des méthodes et des pratiques de l'économie du 21e siècle. Donc l'idée d'avoir un sommet fondateur du G8 qui soit un peu un nouveau Bretton Woods, ça me semble une idée très intéressante, qui est partagée par Angela Merkel. Je crois qu'aujourd'hui les dirigeants du G8 ne peuvent pas être insensibles à ce qui se passe partout dans le monde, et ça pourrait se faire assez rapidement, d'après ce que j'ai compris. Très bien, merci beaucoup Luc Châtel, merci bien. On va revenir effectivement sur cette définition. Le président de la République a parlé des dérives du capitalisme. Est-ce que c'est pas un petit peu caricatural de dire, voilà, il y a les méchants capitalistes d'un côté qui spéculent, qui licencient, qui délocalisent, et puis les bons capitalismes, et ceux-là, on va les favoriser, les entrepreneurs, on va les aider. Mais je voudrais quand même revenir sur cette histoire de régulation, parce que ça a été évoqué, on a parlé de Bretton Woods. La régulation, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que de simples mots. On l'a vu sur un sujet au moins aussi important que la finance, qui est celui de Kyoto. Est-ce qu'on a réussi à avoir une régulation internationale sur Kyoto? Non. On n'a pas réussi sur ce point-là. L'autre point que je voudrais souligner, c'est que la référence à Bretton Woods et au G8 me paraît extrêmement complexe. Parce que faire référence au G8, c'est ignorer des pays qui sont extrêmement puissants aujourd'hui et qui ne font pas partie de ce G8. On pense à la Chine, on pense au Brésil, on pense à l'Inde. Le président pense au G14. Alors, tant mieux. Mais ce qu'on peut retenir de Bretton Woods, c'est que ça s'est passé en 1944, au moment où la Seconde Guerre mondiale se terminait et où il y avait un vainqueur qui était les États-Unis. Et donc, le Bretton Woods, c'est un rapport de force très favorable aux États-Unis. On peut discuter d'une réunion du même type. La question est de savoir quel rapport de force cela mettra-t-il en avant. Et je suis pas sûr que les États-Unis ou l'Europe soient ceux qui seront leaders de cette réunion. Mais en matière de régulation, toutes les régulations se sont faites dans des comités très experts et très techniques. Les politiques ont été tenus complètement à l'écart. Par exemple, les normes comptables IFRS, Fair Value, qui ont créé, l'idée c'est de faire apparaître les valeurs d'actifs au prix du marché. Mais quand le marché se met à plonger, il n'y a plus de valeur, puisqu'il n'y a pas de contrepartie. Et on amplifie les phénomènes. Donc il faut quand même qu'il y ait une réflexion pour réguler les principes comptables. Mais cette comptabilité, monsieur le ministre, cette comptabilité, elle a été avalisée par le pouvoir politique. Oui, mais permettez-moi de vous dire que quand tous ces textes, car il faut de temps en temps des lois. Alors, on vient devant le Parlement, on nous dit voilà, c'est très technique. C'est des amendements qui font 5 ou 6 pages, pratiquement illisibles. Nous, les politiques, nous, les parlementaires, on a un vrai devoir. C'est que désormais, il ne sera plus question d'avaler des textes techniques au motif que ça répond à une directive européenne ou je ne sais pas quoi. Il faut que nous investissions dans la compréhension de ces mécanismes de la financiarisation. Sinon, elle va se faire sans nous. Et j'observe qu'ici et là, les régulations ont été largement le fait d'experts à Bâle ou ailleurs, la comitologie européenne, mais les politiques, ils sont un peu à la remorque. Donc je crois que cette crise, elle nous rend extrêmement attentifs à une nécessité. On pourrait dire, après tout, c'est du capitalisme. Ceux qui ont fait des erreurs, ils vont être sanctionnés. Sauf que, oui, on peut dire c'est le principe du capitalisme. Ils sont tellement importants, ces gens qui vont être sanctionnés. C'est que s'ils se cassent la figure, c'est tout le système qui s'effondre. Tout s'écroule. Et à ce moment-là, il faut que l'État intervienne. Vous voyez bien qu'il y a quand même nécessité de remettre l'État dans son obligation, car c'est peut-être du capitalisme à la base, mais quand il faut passer à la caisse, c'est le contribuable qui vient. Vous venez de faire une formidable transition, parce que justement, je voulais qu'on passe maintenant au rôle de l'État, à travers ce qu'a dit le président de la République cet après-midi à Toulon. Quand les banques centrales font tous les jours toute la trésorerie des banques, et quand le contribuable américain s'apprête à dépenser 1 000 milliards de dollars pour éviter la faillite généralisée,
il me semble que la question de la légitimité des pouvoirs publics à intervenir dans le fonctionnement du système financier ne se pose plus. Il arrive que l'autorégulation soit insuffisante, il arrive que le marché se trompe, il arrive que la concurrence soit inefficace ou déloyale, alors il faut bien que l'État intervienne, qu'il impose des règles, qu'il investisse, qu'il prenne des participations, pourvu qu'il sache se retirer quand son intervention n'est plus nécessaire. Rien ne serait pire qu'un État prisonnier de dogmes, enfermé dans une doctrine qui aurait la rigidité d'une religion. Imaginez où en serait le monde si le gouvernement américain était resté sans rien faire face à la crise financière, sous prétexte de respecter je ne sais quelle orthodoxie en matière de concurrence, de budget ou de monnaie. En ces circonstances exceptionnelles où la nécessité d'agir s'impose à tous, j'appelle l'Europe à réfléchir sur sa capacité à faire face à l'urgence, à repenser ses règles, ses principes, en tirant les leçons de ce qui se passe dans le monde. L'Europe doit se donner les moyens d'agir quand la situation l'exige et non se condamner à subir. Si l'Europe veut préserver ses intérêts, si l'Europe veut avoir son mot à dire dans la réorganisation de l'économie mondiale, elle doit engager l'Europe une réflexion collective sur sa doctrine de la concurrence. La concurrence n'est à mes yeux qu'un moyen et non une fin en soi. Sur sa capacité à mobiliser des ressources pour préparer l'avenir, sur les instruments de sa politique économique, sur les objectifs assignés à la politique monétaire. Voilà, alors Jean-Louis Gombault, Nicolas Sarkozy est en train de vouloir changer les règles de l'Europe, de moins de les assouplir quand il y en a besoin en fait. Donc ce qui est intéressant, c'est que bon, il développe son idée sur la régulation et il voit bien que ça ne peut pas se faire à l'échelle simplement nationale et qu'il a un problème, c'est de convaincre l'Europe parce que tout le monde est peut-être. Monsieur Angela Merkel est déjà intervenue sur la question. Dans le même sens. Pardon. Madame Merkel est assez en phase avec Nicolas Sarkozy. Alors il l'a cité d'ailleurs. Il faut convaincre les pays anglo-saxons. C'est que la finance est principalement dans les pays anglo-saxons et ce sont eux qu'il faut convaincre, si on peut dire, ou contraindre. Alors Madame Merkel, lorsqu'elle était présidente du G8, elle s'est fait quand même retoquer par les Britanniques lors du sommet du G8 quand elle a voulu contrôler les hedge funds. Donc il y a 2 ans, le commissaire européen ne voulait pas entendre parler de régulation des hedge funds. Aujourd'hui, c'est lui qui prend l'initiative. Parce que les hedge funds, ça commence à poser un problème. Pardon ? Vous parlez de McCharry, le commissaire européen de la concurrence. Eh bien, il y a 2 ans, pas question de réguler. Aujourd'hui, il est en train de préparer une directive. Alors le problème, c'est de savoir, parce que quand on rentre dans le détail, ça se complique. Comme toujours. C'est-à-dire que lorsque l'on parle, est-ce que c'est une régulation un peu à la française, du type 5e plan, enfin que nous avons... Non. C'est de la surveillance prudentielle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il entend par là ? C'est-à-dire qu'il faut veiller aux critères de solvabilité. Il y a déjà une surveillance prudentielle des banques. Enfin, je pense qu'il faut repenser le problème que nous avons et qui se pose à tous les grands pays, c'est de repenser le système financier en disant comment effectivement on peut mettre le système financier au service des entreprises et des ménages et éviter toutes ces dérives que nous avons connues durant ces dernières années. Et ça suppose qu'un certain nombre de pratiques soient effectivement interdites, comme tous les effets de levier, etc. Et ça suppose un accord à l'échelle mondiale entre les pays anglo-saxons et les pays d'Europe, alors que les intérêts sont quand même divergents. Mais quand vous avez des fonds souverains ou des réserves de change dans les pays émergents qui font 3 000 milliards de dollars qui se déversent sur les marchés financiers américains ou européens, ça change complètement la donne. Oui, et donc la vraie problématique, c'est que il y a eu un développement de l'économie. On a vu la Chine se développer, on a vu le Brésil et d'autres se développer, avoir accumulé des réserves de change spectaculaires et ne pas pouvoir les repasser sur leur propre marché. Et donc ces réserves de change sont venues effectivement recapitaliser un certain nombre de banques américaines, mais aussi arrivent sur du Trésor. Mais la conséquence, c'est que les taux d'intérêt sont extrêmement bas et génèrent cette problématique de nécessité de rentabilité parce que les taux étaient trop bas. Mais monsieur Arthur, est-ce qu'une banque est au service de l'industrie, de ses clients, ou au service de ses actionnaires ?
elle est au service de ses actionnaires, elle est au service aussi... Enfin, je veux dire que ça n'est pas durable s'il n'y a pas un équilibre entre les actionnaires et les clients de la banque. Et la société, parce que une banque, après tout, peut être au service de ses actionnaires. C'est-à-dire qu'on distribue des dividendes, on distribue des stock options, on distribue des parachutes dorés, on distribue des bonus. Chez Goldman Sachs, ça faisait 650 000 $ en moyenne par employé à la fin de l'année 2006. Formidable. Et quand il y a un gros pépin, c'est pas l'actionnaire, c'est pas ceux qui ont empoché les bonus. Les actionnaires des banques américaines sont ruinés. Vu le niveau des titres, c'est un petit peu la moindre des choses. Je vous coupe un instant. Je vous coupe un instant. Ce qui change quand même, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, il y a une semaine, Gordon Brown lui-même, on dit les anglo-saxons, il a suggéré que l'on mette des restrictions extrêmement fortes sur les actes spéculatifs, c'est-à-dire les achats ou les ventes à découvert. C'est quand même nouveau comme attitude. Il y a un bon rapport de force, il faut en profiter. Juste un instant, Marisol Touraine, députée PS de l'Indre-et-Loire, est au téléphone avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Les dernières nouvelles qui nous viennent des États-Unis montrent que les démocrates et les républicains vont réaliser l'union sacrée face à la crise, justement, vont travailler ensemble pour faire face à la crise. Est-ce que vous croyez qu'en France, c'est réalisable? On a une crise également. Est-ce qu'il est concevable, justement, qu'on décrète que le PS va se rapprocher de l'UMP pour travailler? Écoutez, je pense que s'il s'agit de travailler, d'échanger, il est absolument normal de le faire. Ce qui s'est passé aux États-Unis, heureusement, n'est pas encore arrivé en France à ce stade, et je n'ai pas eu le sentiment dans le discours du président de la République ce soir que nous avions, la conscience qu'il y avait une crise majeure et un appel à travailler ensemble. On est passé à deux doigts d'une catastrophe, a-t-il dit. Je pense que la catastrophe n'est pas du tout évitée. Il serait totalement erroné d'imaginer que la crise est terminée et que la France, comme par miracle, serait passée à côté des conséquences de ce qui s'est passé aux États-Unis. On a plutôt le sentiment d'une espèce d'atmosphère ouatée en France. Et le discours du président de la République ce soir était assez étonnant de ce point de vue-là. Parce que d'un côté, il a annoncé que des jours difficiles étaient devant nous et il a tenu un discours qui était un discours de campagne électorale, un discours volontariste. On avait envie de se dire, ce serait intéressant si cet homme-là était au pouvoir. Le seul problème, c'est qu'il est au pouvoir. Alors Jean Arthuis voulait vous interrompre. Je ne partage pas ce point de vue. D'abord, puisqu'il s'agit de régulation, le président a bien insisté sur le fait que ça ne pouvait pas être seulement national. Sinon, EADS irait s'établir aux Pays-Bas. C'est ce que ça existe déjà. Je vous remercie. Je vous remercie de le rappeler. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ces régulations, et le président a bien dit qu'il prendrait une initiative au plan européen, avec nos partenaires européens et avec nos partenaires d'outre-Atlantique, parce que aujourd'hui, regardez dans quelle situation sont les Américains. Le président Bush qui fait appel aux candidats en disant écoutez, est-ce qu'on ne pourrait pas s'arrêter un instant? C'est qu'il y a quelque chose de profond qui se produit en ce moment. Alors est-ce que vous ne croyez pas que le discours de Sarkozy a une réelle portée? Moi je pense qu'il tire les conséquences d'une situation gravissime pour que les politiques reprennent leurs responsabilités en matière de régulation financière. Mais je pense que M. Arthuis dit exactement la même chose que moi. C'est-à-dire qu'il a appelé à des initiatives à venir. La crise est ouverte depuis une quinzaine de jours, elle est larvée depuis bien plus longtemps, et on nous annonce que des initiatives vont être prises sur un ton martial. Et en gros, les grandes décisions qui sont annoncées ce soir, elles sont franco-françaises, elles concernent la fonction publique, elles concernent l'organisation des territoires, et on a un peu l'impression que c'est décalé par rapport à la réalité de ce que vit le système économique et financier actuel. Est-ce que vous êtes d'accord avec le président de la République sur le rôle de l'État, sur le fait que l'État puisse intervenir dans les entreprises quand ça va mal, puisse justement surveiller les banques? Écoutez, oui,
moi, je suis tout à fait d'accord pour que l'État assume son rôle de puissance régulatrice. Ça n'est certainement pas les socialistes qui renonceraient à ce rôle. On a plutôt envie de dire qu'il y a un décalage entre le discours de la droite qui se veut toujours plus libéral et la réalité qui la rattrape. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de régulation. Régulation par la puissance publique, par l'État, régulation par de nouvelles normes acceptées au niveau international, parce que l'État n'est pas la seule puissance régulatrice, évidemment. Et c'est donc plutôt à la droite de s'interroger sur le modèle qu'elle véhicule depuis un certain nombre d'années. Merci beaucoup, Marisol Touraine. Merci bien. Philippe Wechter, parmi les déclarations du président de la République, il y avait les banques. Quand elles spéculent mal, il faut que les Français soient protégés. Ça vous inspire quoi? Alors, deux choses. Sur les banques, les Français sont déjà protégés. Les dépôts des Français dans leurs banques sont protégés à hauteur de 70 000 € déjà. Donc cette problématique-là existe déjà. Le deuxième point, c'est qu'il a effectivement été question de réglementer davantage les banques. Il est probable, néanmoins, que le système bancaire aujourd'hui est certainement un des secteurs les plus réglementés qui soit. Donc il y a aussi une vraie problématique qui est posée, c'est-à-dire que c'est un secteur déjà très réglementé, on est soumis à tout un tas de réglementations, que ce soit internationales, nationales ou européennes, et il faut le réglementer encore davantage. Je sais pas comment va se faire cette réglementation supplémentaire, parce que les accords, Monsieur Arthuis tout à l'heure parlait des accords de Bâle, Bâle 1, Bâle 2. Ça sont des choses auxquelles on est soumis. On a un certain nombre de contraintes. On a des organismes de tutelle qui sont extrêmement tatillons. Et donc c'est une question sur laquelle j'ai pas de réponse. Comment réglementer davantage? On va parler. Je pense que les réglementations étaient plus en termes de coordination européenne. Par exemple, le président a posé un problème qui me paraît de première importance. Imaginez aujourd'hui qu'il y ait un sinistre majeur dans un groupe bancaire qui est établi dans plusieurs pays de l'Union européenne. Il y a un gros morceau en France, un autre très substantiel en Allemagne, un troisième en Grande-Bretagne, un quatrième aux Pays-Bas. Quel est l'État qui intervient pour venir au secours de ce sinistre, comme peut le faire le gouvernement fédéral américain pour Fannie Mae ou Freddie Mac? Quel est l'État qui intervient? L'Europe, aujourd'hui, n'est pas prête à le faire. Alors il répond. Il répond quand même, il dit, puisqu'il s'engage personnellement, à ce que les épargnants français ne perdent pas 1 euro, dit-il. Oui, donc, non, attendez, je pense quand même que c'est important, cette partie de son discours. Parce qu'effectivement, si par extraordinaire, il a à chaque fois employé le mot d'éventuellement, éventuellement, une banque française importante venait à défaillir, il est clair que la réglementation européenne ne permettrait pas aussi facilement une intervention publique pour la sortir du trou. Oui. Or, il a dit, les Américains de ce point de vue-là font ce qu'ils veulent. Parce qu'ils sont chez eux. Alors oui, mais M. Sarkozy dit bien, il dit à deux reprises, il dit bien qu'il interviendrait. C'est-à-dire que moi j'ai compris ça comme une espèce d'avertissement. Au cas où un sinistre bancaire se produirait, je prendrai directement mes responsabilités. Il a voulu, je crois, sécuriser les déposants et les épargnants français. C'est ça qu'il a voulu dire dans son propos. Mais tout à l'heure, vous dites, voilà, l'Europe ne permet pas les interventions publiques. Qu'est-ce qu'on fait des fonds souverains? Parce que ce sont des interventions publiques. Ce sont des autorités souveraines qui ont de l'argent et qui placent cet argent dans des sociétés ici et là. On voit bien qu'il va falloir qu'on revoie toutes nos règles, M. Roubaud. Alors, dernière partie, on va parler des réformes. Enfin, Nicolas Sarkozy en a parlé. Il a repris ces thèmes, c'est vrai, de campagne, et il a avancé d'autres éléments, notamment le bonus-malus, qui serait diversifié. La crise actuelle, c'est une crise structurelle. Les changements qu'elle annonce sont profonds. À cette crise structurelle doit répondre une politique structurelle. Le monde change. Nous devons changer avec lui. Nous devons même, autant que faire se peut, anticiper le changement. La crise appelle à accélérer le rythme des réformes, en aucun cas à l'arrêter ou à le ralentir. Je veux dire aux Français qu'il n'existe aucune solution miracle qui permettrait à notre pays de se dispenser des efforts nécessaires pour surmonter la crise.
Alors il faut bien sûr penser d'abord aux plus vulnérables, dont la vie n'est déjà pas facile quand il n'y a pas la crise, mais dont la vie devient insupportable quand la crise arrive. Et c'est dans ces moments-là que la solidarité avec ceux qui sont en difficulté doit être la plus forte. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision de créer le RSA, d'augmenter le minimum vieillesse, les pensions de réversion les plus modestes, et pour les titulaires de minima sociaux dont le pouvoir d'achat n'est pas garanti, contrairement aux allocations familiales et aux retraites, d'accorder une prime exceptionnelle pour compenser le retard sur l'évolution réelle des prix, pour retrouver des marges de manœuvre et pour préparer l'avenir. Les dépenses de fonctionnement de l'État doivent diminuer. L'année prochaine, c'est donc un total sans précédent de 30 600 emplois publics qui seront supprimés dans la fonction publique. La révision des politiques publiques sera menée avec beaucoup de célérité. La réforme de l'hôpital permettra d'améliorer l'accès aux soins tout en supprimant des dépenses inutiles. Les agents hospitaliers seront intéressés à l'équilibre de leur budget et partout les fonctionnaires seront associés aux gains de productivité dans la fonction publique. C'est une véritable révolution culturelle que nous mettons en place et qui va modifier en profondeur les comportements. Après la remise à plat de la carte judiciaire, des restructurations militaires, nous irons plus loin dans la réorganisation de nos administrations et de nos services publics. Nous allons donc engager la deuxième étape de la réforme de l'État dès l'année prochaine. Et je l'annonce, le grand chantier de la réforme de nos administrations locales sera ouvert dès le mois de janvier prochain. Le moment est venu de poser la question du nombre des échelons de collectivités locales, car ce nombre et l'enchevêtrement des compétences est une source d'inefficacité et de dépenses supplémentaires. Alors Marcel Grignard, est-ce que vous êtes d'accord avec cette révolution culturelle qui verrait les employés fonctionnaires associés à la productivité de leur entreprise? Je crois qu'on ne peut pas poser les problèmes comme ça. On peut être d'accord avec le président de la République quand il dit que le pays a besoin de réformes structurelles profondes pour faire face à la situation du monde tel qu'il est aujourd'hui. Et dans ce qu'il a énuméré, il y a des choses qui vont dans le bon sens, crédit impôt recherche, etc. Il faut aussi, il l'a dit, prémunir les salariés les plus exposés. Et le RSA est une bonne mesure que la CFDT soutient. Ceci dit, si ça aide la situation des salariés les plus précaires, les plus pauvres, ça ne règle rien du tout pour les salariés qui sont un peu au-dessus et les millions de salariés qui sont smicards ou un peu au-dessus du SMIC. Parce que il a dit dans son discours qu'il fallait s'attendre à des difficultés sur l'emploi et sur les rémunérations, mais là-dessus, pour la grande majorité des salariés, il n'apporte pas de réponse à cette situation-là. Et les réformes structurelles qu'il évoque n'auront pas d'effet tout de suite. Donc il y a une vraie question qui est posée là. Deuxième élément, quand il parle de la réforme des fonctions publiques, de la nécessité d'avancer sur la suppression d'un nouvel échelon administratif, je crois qu'on confond un peu vitesse et précipitation et la question de l'efficacité avec la question de la réduction des budgets. Oui, il faut réformer l'État dans un certain nombre d'endroits. Mais il faut se poser la question de l'efficacité avant de considérer que la baisse des effectifs, c'est l'objectif in fine. La baisse des effectifs ou l'adaptation des effectifs ne peut être que le résultat d'une plus grande efficacité, d'une meilleure organisation, mais pas un objectif a priori. Et dernier point, je crois que quand le chef de l'État dit qu'il faut craindre pour son pouvoir d'achat et qu'il faut craindre pour l'emploi, il ne fait que raisonner à l'angoisse des salariés déjà présente. Et qu'il constate déjà. Et qu'il constate déjà. Nous, on le voit tous les jours depuis des mois et des mois déjà. C'est parce que les salariés constatent que dans leur entreprise, il y a des carnets de commandes qui baissent, parce qu'ils voient bien qu'il y a des négociations salariales qui sont tendues parce que des entreprises ont peu de marge. Et quand on est dans une situation comme ça, où il y a une crainte pour l'avenir, je crois que les réformes conduites par l'État doivent répondre à deux enjeux essentiels. Le premier, c'est de faire la démonstration que toute réforme est équitable, que chacun y participe normalement. Et deuxièmement, que ces réformes soient comprises, que les gens en voient le sens. Il y a un sondage très récent qui dit que les salariés, les citoyens sont favorables à des réformes d'ampleur. Ils disent pas sur n'importe quoi. Mais les salariés n'accepteront pas, les citoyens n'accepteront pas des réformes s'ils ne sentent pas le sens que ça a,
à quoi ça aboutira pour eux, pour leurs enfants, pour leurs voisins dans l'avenir, et s'ils n'ont pas la démonstration que c'est équitable, que certes, ils doivent y mettre leur prix à eux, mais qu'au total, ça marche. Par exemple, on sait que le financement du RSA, sur la taxe, sur les produits financiers, est complètement acceptable par une grande majorité de citoyens. Mais dire que ceux qui sont atteints par le bouclier fiscal échappent à ça, c'est quelque chose d'inacquittable et qui ne peut pas être compris par personne. Henri Sterdignac, le pouvoir d'achat, c'est vrai que c'était un axe de campagne. Aujourd'hui, on se dit, si on arrive à maintenir déjà sans trop de dommages, c'est déjà pas mal. Et maintenant, avec la crise qui arrive, on se dit, comment on va pouvoir maintenir ce pouvoir d'achat ? On sait qu'on ne va pas pouvoir le faire. Hein. La France est dans un monde turbulent. On sait qu'on a eu des ponctions extrêmement importantes liées à la hausse du pétrole, liées à la hausse des prix des matières premières qui demeurent. On sait que la croissance va être extrêmement faible, donc naturellement, on ne peut pas s'attendre à des hausses de pouvoir d'achat. Bon, le fait est que dans la deuxième partie de son discours, Nicolas Sarkozy a été un peu décevant, de mon point de vue, parce que les réformes qu'il propose ne semblent pas à la hauteur des enjeux et il ne semble pas avoir remis en cause sa stratégie en fonction des crises que l'on constate à l'échelle. La suppression du poste de fonctionnaire, quand même, ça va dans ce sens-là. Oui, mais bon, est-ce qu'effectivement, est-ce qu'effectivement, c'est l'enjeu aujourd'hui de continuer à dire au début, on commence à dire il faut plus d'État, plus de régulation, et on finit en disant il faut moins d'État, on va supprimer des fonctionnaires. La cohérence n'est pas assurée. Mais sur cette question de l'échelon, on sait que c'est le département qui est visé. Et on sait que l'essentiel de la prise en charge des situations sociales difficiles se fait au niveau des départements. Alors, qu'on explique d'abord comment on assure la continuité de ces services-là, avant de dire je supprime un échelon et je supprime des effectifs. Ce qui pourrait être fait, c'est de clarifier les compétences de chaque échelon. Car il y a aujourd'hui c'est autre chose, ça. Des cumuls de compétences qui, à mon avis, sont des sources de petits gâchis. Les citoyens ont du mal à répondre à la question qui fait quoi entre la commune, la communauté de communes, le pays qui regroupe 2 ou 3 communautés de communes, le département, la région. Je crois qu'il faut d'abord qu'on fasse un peu de ménage. Avant de faire le ménage, il faut effectivement clarifier qui fait quoi et comment ça s'organise comme il faut. Mais il y a une autre famille de réformes qu'il faut faire, car pour le pouvoir d'achat, il faut du travail. Et pour qu'il y ait du travail, il faut de la compétitivité. Et moi, j'invite tous mes compatriotes à réfléchir au sens de l'impôt. Je pense qu'il y a des impôts qui sont des accélérateurs de délocalisation. On a eu le débat plusieurs fois. Et d'autres qui sont des impôts répartis entre les Français. Penser que l'impôt payé par les familles, payé par les entreprises, exonère les familles, c'est une fiction. Puisque tous ces impôts-là, on les retrouvera dans le prix des biens et des services payés par les consommateurs. Mais il ne faut pas oublier que si la France se développe, c'est parce qu'elle est considérée comme attractive, et si elle est considérée comme attractive, c'est parce qu'elle a notamment des services publics de qualité, des infrastructures de qualité. Donc il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. Là, il y a un vrai débat. Je suis tellement agacé par tous ces discours, anesthésiants sur le thème les capitaux du monde entier viennent en France. Mais qu'est-ce qu'ils achètent? Des immeubles qui valent très cher. Donc on fait exploser le prix des immeubles de luxe. Ils achètent des bons du Trésor. Ils achètent du CAC 40, et c'est pas le CAC 40 qui tire l'économie française, ce sont les PME. Et quand ils rachètent des PME, ils les délocalisent au bout de 6 mois. Alors, il n'y a pas que ça, Très bien, on ouvrira le débat sur ce thème. Merci en tout cas à tous les 5 pour cette analyse des discours de Nicolas Sarkozy cet après-midi à Toulon. On va rester dans la crise maintenant, on va s'exporter, on va partir aux États-Unis, on va voir effectivement ce qui se passe ce soir. On passe de carré en cyber. Union sacrée contre la crise, réunion sans précédent à la Maison-Blanche. George Bush, Barack Obama et John McCain au chevet de l'économie américaine. Ils travaillent ce soir ensemble autour de Pierre Sled, 2 spécialistes des États-Unis, Charlotte Lepri et François Durper, aux côtés de Pierre Doulec. Ils représentent à Paris le Parti républicain américain.
Voilà, on est en train de se mettre en place. On va parler des États-Unis. C'est vrai qu'avec les dépêches qui nous arrivent ce soir, qui montrent que la situation décrétée est vraiment une situation d'urgence. Bonsoir à tous les trois. Est-ce que vous aviez déjà vu ça aux États-Unis, une telle situation où on arrête tout, on arrête une campagne, les conservateurs, les républicains travaillent avec les démocrates, où on décrète ça, Charlotte? C'est une première, c'est la première fois qu'on voit ça, qu'il y a vraiment une campagne qui est bouleversée. On voyait au début, c'était quand même les candidats qui rythmaient la campagne, Barack Obama, surtout pendant les primaires, qui a rythmé la campagne démocrate, et là on voit les candidats qui sont complètement dépassés par les événements. Alors ça a été un peu le cas déjà en août avec la Géorgie, on a vu quand même que les candidats étaient qui ne maîtrisaient plus l'actualité, et alors là ils sont complètement dépassés par ce qui se passe avec la crise actuelle. C'est vrai que quand au départ George Bush a demandé aux deux candidats de venir, lorsque McCain a dit il faut arrêter la campagne, les démocrates ont temporisé parce qu'ils pensaient tomber peut-être dans un piège, et puis finalement ils sont allés. Mais néanmoins, est-ce que Pierre Toulek, puisque vous représentez les Républicains en France, est-ce que c'est pas une manœuvre politique quand même pour anesthésier la campagne au moment, comme de par hasard, où Obama prend 11 points dans les sondages? Alors, Obama n'a pas du tout pris l'avantage dans les sondages. Les sondages sont vraiment extrêmement serrés. Ah bah non, les quatre derniers sont très à son avantage. Oui, mais vous en avez à côté d'autres qui sont très à l'avantage de McCain. Donc les sondages sont vraiment extrêmement serrés. À 269. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les sondeurs se plantent toujours aux États-Unis. Ça, c'est peut-être peu recevable. C'est vrai aussi. Ah, mais alors, ça peut être effectivement vu comme un coup politique. On est dans une campagne. Effectivement, John McCain a été le premier à dire il faut arrêter de travailler l'un contre l'autre. Il faut travailler ensemble. Mais en fait, c'est aussi la réalisation de qui est John McCain. John McCain est quelqu'un qui, dans toute sa carrière, a toujours travaillé avec les républicains et avec les démocrates. On se souvient de diverses lois qu'il avait fait passer. La dernière en date était en juin 2007, où avec George Bush, d'ailleurs, il avait essayé de légaliser 12 millions d'illégaux aux États-Unis, avec George Bush et les démocrates, et finalement, la loi n'est pas passée. Mais donc, John McCain, c'est quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec les démocrates, ce qui n'est pas le cas de Barack Obama. Il faut se souvenir, François Durper, je pense que vous avez vu ça lorsqu'on a retransmis ici la nuit de McCain, la nuit des républicains. Ça faisait partie de ces thèmes de discours, de dire je veux travailler avec tout le monde, y compris avec les démocrates. Finalement, il est en train de dire d'appliquer ce qu'il a dit il y a un mois. Alors, la première chose, c'est qu'il faut corriger, excusez-moi pour ma voix, hein. Il faut corriger ce qui vient d'être dit, parce que juste précisément le fonds de commerce de Barack Obama, certains d'ailleurs lui reprochent au sein du parti démocrate, c'est depuis le départ de dire qu'il veut travailler avec les républicains, et il l'a fait comme sénateur. Donc c'est pas tout à fait exact. Je suis d'accord, John McCain est finalement le pendant de Barack Obama du côté républicain, mais on peut pas dire que Barack Obama, lui, ne travaille pas et ne veut pas travailler avec les républicains. Qu'est-ce qu'il y a tout simplement dans ce qui se passe en ce moment? Une tactique de John McCain. Je suis assez étonné qu'on conteste l'ampleur de ce qui est en train de se passer au niveau des sondages. John McCain se dit, eh bien là, regardez, il se dit on va repousser le débat. Et à quelle date on va repousser le débat, comme par hasard? Au jour, jeudi prochain, où devait avoir lieu le débat des deux colistiers, Joe Biden et Sarah Palin. Tout le monde sait qu'il s'agit de faire gagner un peu de temps à Sarah Palin, qui a sans doute besoin de ça pour la former un petit peu, parce que Joe Biden connaît quand même assez bien les dossiers, et donc si le débat est repoussé, eh bien celui de Sarah Palin aussi, et ça lui permettra de se former un peu mieux. Et d'ailleurs ce débat, à l'heure où on parle, on ne sait toujours pas s'il sera repoussé ou pas, s'il aura lieu ou pas. Si vous permettez, c'est pas quand même, il faut remettre les choses en place. Barack Obama, depuis qu'il est élu au Sénat de l'Illinois et ensuite au Sénat fédéral, a voté 95% du temps uniquement avec son parti et jamais avec le parti républicain. C'est-à-dire que Barack Obama a été considéré par des instituts neutres comme le sénateur le plus à gauche des États-Unis. Sur 100 sénateurs, il est le sénateur le plus à gauche. Donc il faut arrêter. Barack Obama a un discours. Le nombre de lois, c'est l'importance de ces lois. Vous connaissez la loi de moratoire sur la peine de mort dans l'Illinois, qui est quand même un exemple de loi qui est
de mettre autour de la table des républicains et des démocrates, autour de ce thème qui est quand même extrêmement clivant de la société américaine, de dire en 2004 dans son discours, il n'y a pas d'Amérique rouge et pas d'Amérique bleue, il y a les États-Unis d'Amérique. Alors vous allez dire que c'est de la rhétorique politique. Justement, c'est exactement ça. Ce n'est qu'un discours. Ce n'est qu'un discours et on le voit dans les faits. Vous citez une loi, mais le problème c'est que sur tout le reste, Barack Obama a toujours été du côté de la gauche, que ce soit sur les votes internationaux. Il faut regarder la catastrophe de la position de Barack Obama. Vraiment, c'est un point très important. En 2007, début 2007, Barack Obama était l'un des rares sénateurs, puisque le Congrès a voté pour le soutien de la loi de Bush pour envoyer plus de troupes en Irak. Où Barack Obama disait non, ce sera une catastrophe, ça va empirer les choses. Il a reconnu depuis que effectivement c'était une bonne chose. Voilà, mais en disant quoi oui, mais en disant quoi? En disant non, si vous avez cru qu'à l'époque j'avais dit que c'était une mauvaise chose, c'est que vous m'avez mal écouté. Alors qu'on a des enregistrements qui disent ça mot pour mot. C'est-à-dire que Barack Obama, c'est ça, c'est quelqu'un qui est très à gauche, mais qui se fait passer pour quelqu'un de central. N'essayez pas de nous convaincre, de toute façon, nous on vote pas. Non mais, il y a quelque chose vraiment qui est Barack Obama. C'est important, on ne le sait pas en France. Moi, ce qui m'intéresse aussi, j'ai vu que c'est quand même cette suspension un petit peu incroyable, quoi, de campagne, décrétée par McCain au départ. Il y en a un qui est pas content, d'ailleurs, au passage, c'est David Letterman qui l'attendait pour son Late Show, et donc il n'est pas vu. Et David Letterman, il dit quelque chose qui est pas complètement faux. Il dit, attendez, dès qu'il y a une crise, un problème majeur, tout s'arrête, le président il s'en va ou suspend tout parce qu'il sait pas faire, c'est quand même un petit peu inquiétant. Charlotte. Il avait fait ça déjà avec Gustave. On a vu que pendant la convention républicaine, il avait voulu déplacer le début de la convention républicaine parce qu'il y avait Gustave. Et du coup, pour la crise économique, on passe quand même d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a Qu'est-ce que Gustave? il y a quelques jours, John McCain disait les fondements de l'économie sont solides. Et puis là, d'un seul coup, la crise s'accentue. Donc d'un seul coup, il faut tout arrêter, faut stopper toute la campagne pour vraiment résoudre cette crise. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même en annonçant des choses comme ça? Bon, on arrête tout, la situation est urgente, etc. De déstabiliser les marchés, de déstabiliser les entreprises, de déstabiliser les Américains, donc les électeurs. Les électeurs, encore une fois, américains ne sont pas dupes. Lors des dernières heures, mais on va peut-être aussi contester ce sondage, on a posé la question aux Américains, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée de repousser ce débat? 10% disent que c'est une bonne idée. Là, on n'est pas du 50-50. 10% des Américains estiment qu'il est pertinent de repousser, 90% estiment que ce débat doit avoir lieu. C'est-à-dire que là, on est face à une tactique de l'équipe de John McCain, consistant à dire, mais là, on va être dans une période de consensus face à la crise. L'équipe d'Obama a une autre stratégie en disant, et là, effectivement, en disant, eh bien, c'est le moment. C'est précisément le moment où on a plus besoin d'entendre les candidats. Préciser qu'il y a deux options, une option démocrate, une option républicaine, et les Américains ont besoin d'entendre le programme de John McCain pour résoudre la crise, justement et le parce qu'il y a programme urgence de Barack Obama, parce qu'il y a urgence. Le débat qui doit avoir lieu demain devait porter sur les questions de relations internationales, mais chacun sait qu'il portera sur des questions économiques, et les Américains ont besoin d'entendre le programme de l'un et de l'autre. Oui, vous avez tout à fait raison. Il serait temps qu'on entende un peu les programmes. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec 4 candidats, si on compte les vice-présidents, 4 candidats qui sont nuls en économie. John McCain l'a dit, il n'est pas bon en économie. Barack Obama n'a absolument aucune expérience dans ce domaine. Il a fait des études de droit, il a écrit 2 autobiographies et 48 ans, il a réussi à écrire 2 autobiographies. Donc je trouve ça un peu amusant. Donc voilà, on a 4 candidats qui ne savent pas comment l'économie marche. C'est un peu leur problème, et c'est pour ça d'ailleurs que les Américains attendent toujours d'entendre les programmes des 2 candidats, puisqu'ils ne peuvent pas en avoir fondamentalement. Ce qui est intéressant à voir pour savoir comment est-ce qu'ils vont régler cette crise, c'est de qui ils s'entourent. Vous avez d'un côté John McCain, qui va dire oui, je ne suis pas bon en économie, oui, je vais essayer de m'entourer de gens compétents. C'est-à-dire qu'il a proposé tout de suite. Pas de risque comme ça. Ah non, d'accord, mais c'est important de voir quel va être son jugement. C'est-à-dire que c'est le discours de John McCain. Il ne critique pas le patriotisme de Barack Obama, mais son jugement. C'est-à-dire que John McCain va être capable de dire moi, je ne suis pas compétent, je vais aller chercher des gens qui sont compétents, qui ont prouvé qu'ils étaient compétents. Il a proposé 2 personnes qui sont Mitt Romney, qui a sauvé les Jeux Olympiques de 2002, et Michael Bloomberg, le maire de New York, qui est aussi un grand économiste. À l'inverse, Barack Obama continue avec son discours.
je suis, entre guillemets, l'élu, je suis celui qui va résoudre les crises, je suis celui qui a les solutions, et il n'a pas les capacités d'aller chercher d'autres personnes, parce que sinon ça détruit son image. Si le débat est repoussé, il risque pas de les annoncer, ces solutions. Il faudrait peut-être effectivement lui laisser la possibilité de le dire demain, s'il n'a pas de proposition. On le verra demain. Pourquoi lui demander de ne pas débattre avec John McCain? Alors là, de toute façon, il faudrait peut-être inviter un démocrate, parce qu'on est dans la position avec Charlotte de devoir répondre, alors que on n'est pas représentant du Parti démocrate, comme vous l'avez dit, on ne vote pas. Et en revanche, vous analysez les choses. Moi, je voudrais savoir, a priori, la crise économique que les États-Unis vivent, avec les subprimes, mais au-delà, la crise financière en général, elle profite à qui, là, puisque maintenant elle est avérée? Bon, comme de par hasard, Obama arrive dans les sondages en tête, parce que moi, j'ai pas les mêmes que vous. Moi, j'en ai 4 qui arrivent et qui le mettent à 52-43, donc c'est la première fois qu'il y a ces différences-là. Est-ce que ça favorise, la crise, elle favorise dans l'esprit des Américains le vote Obama, ou est-ce qu'elle favorise le vote McCain? Sur le papier, c'est les démocrates qui sont favorisés. Ils sont de toute manière favorisés en cas de crise économique, comme les républicains sont souvent favorisés en cas de crise internationale. En 1929, ils avaient élu Roosevelt. Alors c'est pas le même contexte puisque la crise a eu lieu en 29 et les élections ont eu lieu en 32, donc il y avait eu 3 ans entre les deux. Sur le papier, c'est vrai que déjà les démocrates ne sont pas au pouvoir, donc ils n'ont aucune responsabilité de ce qui s'est passé depuis 8 ans et donc de la mauvaise gestion qu'il y a eu par l'administration Bush. Et en plus, le fait que les démocrates ont la réputation d'être les partisans de l'américain moyen et les républicains qui ont plutôt la réputation d'avoir à cœur les intérêts de Wall Street. Ça, c'est la séparation entre les deux. Je dis ça parce que moi j'aurais pensé, enfin ça fait peut-être partie des idées reçues sur les États-Unis, parce que j'ai lu votre livre, les 50 idées reçues sur les États-Unis, c'est que les Américains feraient plus confiance naturellement aux républicains pour gérer des problèmes d'ordre financier qu'aux démocrates. Alors, ça dépend quel type de problème financier. En cas de crise vraiment où l'américain moyen est touché, on va quand même plus facilement vers les démocrates qui vont aider l'américain moyen à essayer de retrouver un pouvoir d'achat. C'est quand même vers les démocrates qu'on se tourne en cas de crise. Ouais. Alors en fait, tout à l'heure on parlait de sondage, justement si on parle de sondage concrètement, 60% des Américains font confiance à Barack Obama pour régler la crise et 53% pour John McCain. Donc en fait il n'y a pas une vraie différence là-dessus. Les deux sont à peu près... 60-53, ça serait un peu compliqué pour faire 100. Non, ouais, c'est pas l'un contre l'autre, c'est est-ce que vous faites confiance à l'un et à l'autre, mais indépendamment. Oui ou non. Alors, le problème, vous disiez tout à l'heure que les responsables de la crise ne sont pas les démocrates parce qu'ils ne sont pas là depuis 8 ans. Alors, c'est pas tout à fait vrai si on regarde l'histoire. C'est-à-dire que la crise des subprimes, elle vient d'où? Elle vient d'une loi qui est passée en 1998, qui a été signée et mise en place par l'administration Clinton pour justement permettre ces subprimes, pour permettre, parce qu'effectivement sous Clinton il y avait une grande croissance économique qui permettait l'augmentation des prix des maisons et des hypothèques, donc facile, enfin vous en avez parlé au débat précédent, et donc cette loi vient de 1998. Le problème qu'il y a eu lieu sous l'administration Bush, c'est que, on n'en parle pas en France, mais c'était 8 ans de croissance incroyable, le plus bas taux de chômage en 40 ans, la plus impressionnante création d'emplois en 40 ans. Donc vous vous retrouvez dans une situation de très grande confiance avec un système extrêmement dangereux comme les subprimes, qui fonctionne effectivement sur la confiance, mais qui a pour problème, c'est que quand il y a beaucoup de confiance, les gens achètent des maisons, mais comme le système est basé sur l'augmentation du prix, si il y a l'augmentation du prix, à côté il y a création de nouvelles maisons, et donc du coup ça fait baisser le prix, et c'est ça aujourd'hui la crise. C'est ça qui est l'origine de la crise des subprimes. Voilà, ça vient de cette loi de 1998, donc l'administration Bush n'est en rien, son seul tort est d'avoir fait une économie qui était trop brillante en quelque sorte. Alors son plan de sauvetage à Bush qui était un petit peu bloqué par le Congrès, mais ce soir on vient de l'apprendre, il espère parvenir très rapidement à un accord. C'est vrai que ce serait la solution de la sagesse que démocrates et républicains là pour le coup travaillent ensemble et votent ce crédit qui semble indispensable. J'en profite pour montrer votre livre qu'on a déjà vu beaucoup de fois. Une réédition. Et c'est une réédition qui est réactualisée. Donc, c'est pas très américain de reconnaître, d'ailleurs ils n'ont pas été souvent dans ce cas-là depuis 29, de dire à tout le pays on est dans une panade incroyable, c'est la crise, on est proche de la catastrophe, dit, il n'y a pas que Nicolas Sarkozy qui le dit, Obama le dit également. C'est pas très américain d'entendre ça. Oui, ben c'est ce que dit Bush. Il dit, moi, naturellement, je ne suis pas porté à dire ce que je vais vous dire. Je suis pour la liberté de l'économie, mais on est dans une situation exceptionnelle. Alors, ce qui est un peu embêtant, mais là, c'est pas un discours partisan, c'est de reconnaître que dans ce contexte-là, le discours
classique des démocrates passe mieux, parce que le discours classique des démocrates consiste à dire que le gouvernement doit intervenir un minimum pour réguler l'économie. Et précisément, là, il y a une différence entre les deux partis, entre les deux options, entre John McCain, et on va l'entendre demain si ce discours, si ce débat a lieu, entre John McCain, qui est favorable dans son orthodoxie républicaine à la liberté, et on peut complètement accepter cela, et Barack Obama, qui dira probablement que le capitalisme doit être régulé et que la crise actuelle, dont l'historique, vous venez de le faire, est exactement celui-là, et bien que la crise actuelle doit nécessiter des mesures, et d'ailleurs la preuve, Bush le fait. Sauf que les Américains, ils sont assez frileux sur le déblocage de 700 milliards de dollars, ça revient à 2300 $ chacun, mine de rien, et ils sont une majorité, 56%, à dire que évidemment c'est pas une bonne chose, quoi. Oui, alors le problème c'est qu'effectivement ce programme n'est pas, on ne comprend pas, et les médias ne parlent pas de l'ensemble de ce programme. C'est-à-dire ce que fait George Bush là, c'est un programme vraiment républicain, vraiment conservateur, vraiment capitaliste. Dans quel sens? C'est que il va utiliser l'État pour relancer l'économie. Alors qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il ne rachète pas n'importe quoi, il ne nationalise pas, entre guillemets, n'importe quoi. Il intervient sur les entreprises d'assurance et de réassurance, c'est-à-dire celles qui vont garantir les prêts, etc. Donc c'est vraiment très important. Et quel est l'objectif? C'est de pouvoir revendre tout ça, c'est-à-dire faire un bénéfice qui, en passant, va permettre de résoudre la dette. Donc c'est vraiment une position capitaliste. C'est absolument pas de la nationalisation. Aujourd'hui, on entend des choses incroyables dans les médias en français. On a l'impression que, vous savez, George Bush est devenu un socialiste et il veut faire la même chose qu'un programme socialiste. Mais c'est faux. C'est un sénateur qui disait ça. J'ai l'impression de me retrouver en France, voilà. Dans la France socialiste. Mais la réalité, c'est vraiment une option vraiment d'entrepreneur où il dit voilà, il y a une situation grave. On va en profiter. C'est une entreprise quasiment faillite. On va la racheter entre guillemets pour une bouchée de pain, on va la sauver grâce aux fonds publics, ce qui peut être considéré pas favorable pour certains philosophes libéraux ou pour certains économistes, mais concrètement c'est une action d'entrepreneur avec l'objectif de faire un bénéfice qui doit réduire la dette américaine. Très bien, merci beaucoup à tous les trois. Je remonte vos livres, Charlotte, Le Prix avec Pascal Boniface, 50 idées reçues sur les États-Unis. C'est vrai que tous les 50 idées, moi je croyais que c'était comme ça, mais c'est quand même expliqué et détaillé. Et puis François Durper, vous en êtes à combien, François, de vente de ce livre? Non, mais ce qu'il fallait surtout faire là, c'est de préciser le programme, parce qu'on a besoin de savoir, et donc on a fait un comparatif entre le programme de John McCain et celui de Barack Obama, parce que, et là on sera d'accord, en France on a beaucoup dit que ces candidats n'avaient pas exprimé les choses, ils les ont quand même exprimées, ils ont chacun un programme quand même pour l'Amérique, et un programme très différent, il faudrait qu'on l'entende demain. Je rappelle que George père Bush face à Clinton, il avait hésité un petit peu, hein. Les débats c'est pas nécessaire, c'est une tradition, et on l'avait appelé, vous vous rappelez, Chicken George, hein, la poule mouillée George, et il faudrait pas que ça soit Chicken John. Ouais. Très bien. Si je peux me permettre. Non, on a fini, je suis désolé, je vais vous donner les derniers sondages comme ça pour actualiser, qui sont quand même plutôt favorables à Obama, mais ça va changer, ça c'est sûr, ça n'arrête pas de changer depuis le début. Le rappel, pas le rappel des titres, les unes des journaux demain avec Saveria. Le discours de Nicolas Sarkozy à Toulon fait la une de la quasi-totalité de vos quotidiens. Le chef de l'État en sauveur pour Libération. Il se dit prêt, voilà, notre sauveur, il se dit prêt à refonder le capitalisme et à sanctionner les patrons sans annoncer de réelles mesures, toujours selon Libération. Pour le Figaro, les mesures sont bien là. L'épargne des Français sera en effet garantie par l'État. Nicolas Sarkozy veut par ailleurs encadrer les rémunérations des grands patrons. Le Figaro qui propose d'ailleurs un supplément, comment investir malgré la crise. Face à la crise, le retour de l'État, à la une du Parisien, aujourd'hui en France. Le Parisien qui propose un dossier complet pour décrypter les annonces faites ce soir à Toulon. Refonder le capitalisme, c'est ce que propose donc Nicolas Sarkozy à la une de la Tribune. Un capitalisme sans laisser faire. Et dans ce contexte très difficile, c'est demain qu'est présenté le budget 2009. La Tribune annonce un déficit de près de 50 milliards d'euros, alors que le gouvernement se refuse à une politique d'austérité.
L'offensive du chef de l'État contre la crise, elle a une des Échos également. L'heure est grave, mais le pilote est aux commandes. Les réformes vont d'ailleurs continuer, à commencer par celle des collectivités locales, des collectivités qui vont devoir se serrer la ceinture. Comme le prévoit le budget 2009, Bercy tape sur une dette qui atteindra 66% du PIB. Et la une des Échos également, le plan Paulson, justement, l'Union sacrée aux États-Unis. Merci à tous d'être venus. On se retrouve demain soir. C'était Philippe Dessonny qui a réalisé cette émission. Pierre-Henri Gergogne était en régie, Hélène Levert, Faiza Zerwala, Anthony Saint-Léger pour la préparer. On se retrouve lundi, Saveria. Bon week-end, merci, au revoir.